Bonjour, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur la conférence qu'a donnée le psychanalyste français Sacha Nart en 1958 lors du séminaire de perfectionnement à l'Institut de psychanalyse et intitulé La névrose de transfert et son maniement technique. Sacha Nart nous offre là un texte fondamental qui peut éclairer le jeune analyste sur les difficultés du maniement et faire également office de rappel précieux pour les plus anciens. Alors, avant d'aborder la question de la névrose de transfert, qui est pour Nart la question centrale du traitement psychanalytique, voyons d'abord ce que signifient pour lui les termes de névrose de transfert. Nart distingue très nettement les réactions de transfert, qu'elles soient positives ou négatives, peu importe, qui s'inscrivent naturellement, qui s'inscrivent inévitablement, pourrait-on dire, dans la situation analytique. Et d'autre part, la névrose de transfert qui implique un franchissement, le franchissement d'un seuil au-delà duquel le monde dans lequel le malade se meut se referme entièrement et uniquement sur la personne de l'analyste. Et Nart précise que dans le premier cas, qui est celui de la relation transférentielle ordinaire, pourrait-on dire, l'analyste et le traitement psychanalytique ont évidemment leur importance pour le malade parce que s'il n'en avait pas, il n'y aurait pas de traitement possible. Bon, disons que la personne du psychanalyste et l'importance accordée au traitement donnent comme une espèce de coloration nouvelle à l'existence du malade, suscite un intérêt de sa part, sa curiosité, et peuvent même occuper une place privilégiée dans sa vie. Mais, nous dit Nart, cette vie continue néanmoins à puiser son aliment à l'extérieur. Elle existe avec ses occupations quotidiennes, avec ses aléas, ses charges, qui gardent une réalité propre, une réalité objective. L'analyste ne représente qu'une partie de cette vie. Il occupe, nous dit Nart, un certain domaine où il est peut-être roi, mais où il n'occupe pas l'univers tout entier. Tandis que dans la névrose de transfert, proprement dite, eh bien, le patient a fait quelques pas de plus qui l'emmènent dans un monde différent. Un monde où justement tout ce qui passe n'a d'intérêt et de réalité que dans la mesure où cela peut être rapporté à une personne exclusivement, l'analyste. Tout passe désormais par lui. Rien n'existe plus que lui. La situation analytique tout entière se trouve centrée sur sa personne. Il occupe cette fois l'univers entier. Il est aux yeux du malade cet univers. Et Nart fait le parallèle avec la notion de passion. Il va même jusqu'à affirmer que la passion n'est elle-même qu'une sorte de relation transférentielle, mais d'une haute, très haute densité. Comprenons donc que la relation transférentielle ordinaire, normale, dirons-nous, n'occupe, selon l'auteur de la conférence, que partiellement la vie du sujet, tandis que la névrose de transfert propose un envahissement total. Parmi les auteurs qui se sont préoccupés de ce problème, de cette question, Freud, d'abord, et beaucoup d'autres, jugent que
le transfert et la névrose de transfert ne font que reproduire, en les transposant, la névrose infantile et les relations que l'enfant a entretenues avec son entourage. C'est-à-dire qu'ils exprimeraient non seulement le retour sans cesse poursuivi de ce qui a été jadis, mais souvent aussi l'accomplissement de ce qui, pour l'enfant, aurait dû être, aurait pu être. Et Narth précise, les relations transférentielles tentent de donner une vie réelle à des fantasmes qui ont jadis obstinément occupé le psychisme de l'enfant. Elles sont une tentative de réalisation de quantité de vieux rêves inconscients, agréables ou malheureux. Fin de citation. Dans la suite de son article, Narth reprend le concept de transfert à son origine et il le définit comme une tendance universelle à la reproduction sur des plans divers, des conduites, des émois, des affects dont le modèle premier remonte à la toute petite enfance. C'est le transfert d'émois et d'affects de Freud, auxquels viendraient s'ajouter des traits caractériels élaborés par les défenses du moi. Quand on lit les études sur l'hystérie, on note que dans chacune des observations publiées, Freud manifeste son intérêt pour le fait transférentiel. Mais bien évidemment, c'est le cas Dora qui historiquement est le plus important quant à la place désormais accordée au transfert dans la situation analytique. On y trouve une définition parfaitement claire du concept de transfert selon Freud. Que sont ces transferts ? Écrit Freud. Ce sont de nouvelles éditions. Ce sont des copies, des tendances et des fantasmes qui doivent être rendus conscients par les progrès de l'analyse et dont le trait caractéristique est de remplacer une personne antérieurement connue par la personne du médecin. Autrement dit, un nombre considérable d'états psychiques antérieurs revivent, non pas comme des états passés, mais comme rapport actuel avec la personne du médecin. Fin de citation. Dans un article intitulé Remémoration, répétition et élaboration, Freud écrit également que le malade répète tout ce qui, émané des sources du refoulé, imprègne déjà toute sa personnalité, ses inhibitions, ses attitudes inadéquates, ses traits de caractère pathologiques. Il répète également pendant le traitement tous ses symptômes. Et nous pouvons observer, écrit Freud, qu'en mettant en évidence cette compulsion à répéter, nous n'avons découvert aucun fait nouveau. Nous avons seulement acquis une conception plus cohérente de l'état de choses. Nous constatons que l'état morbide de l'analysé ne saurait cesser dès le début du traitement et que nous devons traiter sa maladie non pas comme un événement du passé, mais comme une force actuellement agissante. C'est fragment par fragment que cet état morbide est apporté dans le champ d'action du traitement, et tandis que le malade le ressent comme quelque chose de réel et d'actuel, notre tâche consiste principalement à rapporter ce que nous voyons au passé. Fin de citation. Plus tard encore, cette fois dans les conférences d'introduction à la psychanalyse, Freud aborde de nouveau le problème du transfert et il insiste sur le fait qu'il serait totalement déraisonnable de penser que la névrose du malade en traitement a cessé d'être un processus actif. Elle a seulement modifié son point d'impact. C'est dans la relation transférentielle qu'elle porte désormais tout son poids. Et c'est pourquoi on voit souvent le malade abandonner les symptômes de sa névrose. Celle-ci s'exprime désormais sous une autre forme,
grâce au transfert, qui représente une réédition camouflée de l'ancienne névrose. L'avantage, c'est que celle-ci pourra beaucoup mieux être, comme l'écrit Freud, saisie sur le vif et élucidée, puisque le thérapeute lui-même en représente cette fois le centre. On peut dire, écrit Freud, qu'on n'a alors non plus affaire à la maladie antérieure du patient, mais à une névrose nouvellement formée et transformée qui remplace la première. Et il ajoute plus loin, surmonter cette nouvelle névrose artificielle, c'est supprimer la maladie engendrée par le traitement. Ces deux résultats vont de pair. Quand ils sont obtenus, notre tâche thérapeutique est terminée. Freud exprime ici on ne peut plus clairement le fait que pour lui, la fin de la cure et sa réussite dépendent de la possibilité de résoudre la névrose de transfert. Ferenczi aussi s'est penché sur le transfert dans un article intitulé « Introjection et transfert ». Il y voit un type particulier, un type spécifique de déplacement d'affect qu'on retrouve dans toutes les relations des névrotiques avec leur entourage. Et Ferenczi insiste sur le rôle défensif que joue le transfert. Il écrit « C'est une particularité remarquable que possède la névrose de transférer ses affects d'amour et de haine de son inconscient sur la personne du médecin en les renforçant. Le patient cherche à éviter par là la connaissance de son propre inconscient. » Encore plus tard, dans un livre publié avec Otto Rank, Le développement de la psychanalyse, Ferenczi toujours voit également le transfert comme une réplique de la situation libidinale de l'enfance. Freud a toujours insisté sur le caractère spontané du phénomène de transfert. Pour lui, et dès le début, la cure ne crée pas les transferts. Elle les met simplement en évidence. Et il écrit dans son autobiographie « Le transfert est simplement découvert et isolé par l'analyse. C'est un phénomène universel de l'esprit humain qui apparaît dans chaque traitement analytique sans aucune activité de la part de l'analyste. » Et il écrit encore dans la dynamique du transfert que la névrose du transfert n'est pas imputable aux effets du traitement, mais à la seule névrose du patient. Et Nacht, dans sa conférence, ajoute très justement que l'analyste n'a pas besoin d'intervenir pour qu'apparaisse la névrose de transfert. Il suffit, dit-il, qu'il la laisse venir. Eh bien, nous retrouvons chez Ferenczi la même conviction selon laquelle le transfert est un processus spontané. Il écrit « Le transfert analytique apparaît spontanément. L'analyste doit seulement veiller à ne pas troubler ce processus. » Alors, évidemment, on entend que ce seulement veiller à ne pas troubler ce processus devrait ne pas être pris à la légère et nous faire réfléchir à l'attitude intérieure idéale, pourrait-on dire, de l'analyste pour que celui-ci puisse être sûr de ne troubler ce processus en aucune façon, ni consciente, ni inconsciente. Un autre analyste, Rado, exprime la même opinion que Ferenczi. L'analyste ne fait rien pour favoriser l'apparition de la névrose de transfert. Il se contente simplement d'en observer le développement et puis il l'utilise pour parfaire la cure. Donc, voyez-vous, nous constatons sur ce point précis une certaine unanimité des auteurs contemporains de Freud qui ont traité la question. Quant aux auteurs plus récents, et je vous rappelle que nous sommes dans les années 1950, leurs opinions sont beaucoup plus nuancées. Leur assentiment, pourrait-on dire, est beaucoup plus réticent. Ida McAlpin
à qui on doit des écrits fort intéressants sur la question, met en lumière les rapports existants entre la situation analytique et la névrose de transfert. Elle souligne, pour sa part, le fait que la technique psychanalytique crée une situation infantile à laquelle le malade ne peut s'adapter que par la régression. Et cette situation infantile serait, selon elle, favorisée par un certain nombre de facteurs. Lesquels? La position couchée, qui facilite la relaxation, mais qui est passive. La réduction du monde extérieur et la constance de l'environnement. La discipline stricte à laquelle le patient est soumis dans la situation analytique. Le silence de l'analyste auquel se heurte le patient et qu'il ressent parfois comme la répétition d'une situation infantile. Le fait que les fonctions du moi se trouvent dans un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Et enfin le manque de relation d'objet dans l'analyse qui facilite le fantasme. Ida McAlpin indique également le fait que si le patient trouve chez l'analyste une bienveillance constante et à toute épreuve, il est tout naturellement incliné à se croire aimé. Seulement, s'il est déçu, il ne peut que se réfugier dans la régression. Et McAlpin nous rappelle ces quelques phrases de l'introduction de Freud. Les gens font une névrose lorsque la possibilité de satisfaction leur est refusée. Ils tombent donc malades à la suite d'une frustration. Et leurs symptômes actuels sont les substituts de la satisfaction qui leur fait défaut. Les frustrations techniquement imposées par l'analyste dans la cure ont exactement les mêmes effets. C'est-à-dire que ces frustrations provoquent une régression et contribuent par là au développement de la névrose de transfert. Et Nardt ajoute que les gratifications intempestives et inconsidérées peuvent avoir des conséquences semblables. En conclusion, Ida McAlpin pense que l'idée de la spontanéité du transfert n'est pas défendable. Et pour elle, le comportement du malade est une réponse à la situation où les nécessités de l'analyse, donc l'analyste, l'ont placé. Autre avis, celui de l'école culturaliste, avec Sullivan, Horney, Fromm, qui voit cette fois dans la situation analytique une suite de rapports interpersonnels où l'analyste est un participant actif. La relation qui s'établit donc entre l'analyste et le patient est une relation affective globale qui peut, selon ces auteurs, donner lieu à des réactions perturbées, anachroniques, relevant du contre-transfert, mais aussi à des réactions saines et adaptées si la personnalité du thérapeute est telle. En 1955, au Congrès international de Genève, René Spitz souligne à son tour le parallélisme qui existe entre la situation de l'enfant et celle du patient en analyse. À savoir que le patient peut se sentir sur son divan aussi isolé de l'analyste que l'enfant au berceau peut l'être de son entourage. En outre, la règle force le patient à la passivité motrice par la position couchée, comme elle confère au seul thérapeute le choix de se taire ou de parler. Eh bien, Spitz voit là une reproduction frappante des rapports qui régissent la relation infantile à la mère. Enfin, Robert Walder, à ce même congrès, insiste également sur le caractère régressif du processus transférentiel. Pour lui comme pour Ida McAlpin,
le transfert se développe par la technique analytique et non pas spontanément. Et d'abord, le fait que le patient souffre et appelle l'analyste au secours le met d'emblée dans une situation de dépendance semblable à celle de l'enfant. L'analyste est là pour le protéger contre l'angoisse provoquée par l'émergence du matériel inconscient. Le malade livre les aspects les plus secrets de sa vie et cette confiance ressentie comme unilatérale incite le patient à renoncer au comportement adulte et aux défenses habituelles contre les pulsions. Enfin, l'irréalité de la situation imposée par l'analyste renforce l'irréalité des conduites du patient. C'est à cela que voudrait remédier l'attitude dite de présence que Narth préconise pour l'analyste à partir d'un certain stade seulement du traitement. Pour Walder, donc, la relation transférentielle, c'est le résultat de la conjonction de deux facteurs. L'un intérieur, qui est spécifique au malade, et l'autre extérieur, qui est induit par l'ensemble de la technique employée. Une fois découverte et admise l'existence de la névrose de transfert, il fallait bien trouver une technique adéquate pour la réduire, puisque la guérison ne pouvait survenir avant son élimination. Les conseils donnés par Freud et par quelques autres se maintiennent dans les limites d'une grande prudence, une prudence dominée sans doute par la crainte inconsciente d'excès éventuels du contre-transfert. C'est-à-dire, il faut que l'analyste s'en tienne à son rôle de miroir. On ne veut pas accorder trop d'attention au fait que cette obligation peut devenir paralysante pour l'analyste et le priver d'une disponibilité émotionnelle qui serait indispensable à la cure. Et puis voilà Alexander et son école. Alexander et son école qui vont faire souffler un vent révolutionnaire et s'opposer à la technique classique. Alexander est partisan d'une manipulation active du transfert. Une manipulation qui permette d'en contrôler l'intensité et de la maintenir au niveau exact souhaité par le thérapeute. Il sait très bien que tous les efforts de l'analyste peuvent se briser contre certaines névroses de transfert, des névroses qui seraient trop intenses et donc devenir inefficaces. Ainsi, écrit Alexander, s'instaure progressivement une relation dans laquelle, selon le mot de Freud, le désir du malade de guérir est remplacé par son vœu d'être traité. Ce qu'Alexander redoute par-dessus tout, c'est de voir le malade s'installer dans une situation de dépendance et de régression transférentielle qui paralyse le travail analytique et qui empêche la liquidation de la névrose de transfert. C'est pourquoi dans son esprit, et d'ailleurs dans l'esprit de toute son école, la névrose de transfert doit être tenue en main, avec le souci permanent de la freiner et même si possible, d'en interdire le rétablissement. Voyez-vous, c'est dans ce sens que sont orientées toutes les dispositions techniques. Il est par exemple recommandé d'espacer les séances, de faire des traitements courts de quelques semaines, au plus de quelques mois, de contrer la régression transférentielle, de concentrer l'intérêt du patient sur sa vie actuelle en négligeant délibérément le passé, ou encore d'interrompre le traitement de temps à autre, de guider et de conseiller le malade, d'intervenir activement, de donner des directives, etc., etc. Et là, si Narth reconnaît la pertinence de certaines des idées d'Alexander concernant les dangers de l'installation de la névrose de transfert, il insiste sur les dangers tout aussi graves peut-être
d'un interventionnisme aussi déterminé. Et il prononce cette phrase que nous pourrions aujourd'hui encore prononcer. En admettant même qu'un médecin s'estime habilité à donner des directives personnelles et à devenir le guide de son patient, alors qu'il donne le nom qu'il voudra à une telle thérapeutique, mais qu'il renonce à l'appeler psychanalyse. Comprenons évidemment qu'il ne faille pas minimiser le rôle que joue le contre-transfert dans la situation analytique. Mais il semble justement que le souci majeur de l'analyste doive être de le contrôler, de le tenir bien en main, afin de l'empêcher, par des manifestations inopportunes, de provoquer des réactions en chaîne chez le patient et de bouleverser de cette façon le caractère particulier de la situation analytique, indispensable à la saine évolution de la cure. Conclusion de Narth. Pour ce qui est de l'école d'Alexander, on peut rendre hommage à ses intentions sûrement excellentes et partager son légitime souci d'abréger la cure, de la rendre à la fois plus rapide et plus efficace. Mais il est à craindre que les remèdes qu'il préconise ne soient pires que le mal. À vouloir arriver trop vite, on risque de n'arriver jamais. Je n'ose imaginer, dit-il, la terrible cacophonie que deviendrait la plupart des analyses si chacun de nous, laissant s'épanouir en lui les réactions de contre-transfert afin de pouvoir les utiliser comme outils, s'avisait en outre de s'ériger en guide et conseiller personnel de chacun de ses malades. À ce point de sa conférence, Narth fait une remarque très pertinente. Il avance que si le sujet de la névrose de transfert a suscité et suscite toujours autant d'intérêt, les praticiens, en revanche, semblent accorder une juste valeur au transfert, mais ne pas toujours ramener l'échec thérapeutique à sa véritable origine, à savoir, le plus souvent, l'impossibilité de liquider la névrose de transfert. Et il précise que la plupart des auteurs, et Freud le premier, décrivent ce qu'est la névrose de transfert. Ils en font de justes interprétations, ils en reconnaissent toute l'importance, mais ils ne semblent pas envisager de mesures techniques particulières pour aider le malade à s'en défaire. Le thérapeute voit d'abord avec intérêt se développer chez le malade les réactions de transfert, sans lesquelles le traitement, nous sommes bien d'accord, ne peut pas s'accrocher. Il en surveille la température, l'évolution, et ce transfert des affects anciens sur sa propre personne lui permet, nous le savons, de juger avec exactitude la force de ceux-ci, d'en reconnaître avec sûreté l'origine et la portée, et deux éventualités s'offrent alors à lui. Les réactions de transfert qui semblaient avoir pris un bon départ peuvent tourner court ou s'affadir. Elles peuvent également flamber et prendre le caractère exclusif et obsédant de la passion. Eh bien, aucune des deux éventualités n'est satisfaisante du point de vue de la cure, dans le sens où il représente deux formes différentes de résistance au traitement. Si les réactions du patient dans le transfert sont insuffisantes, eh bien ces réactions masquent ou même escamotent la névrose infantile dont elles ne sont plus qu'une répétition manquée. Si elles sont excessives, elles représentent une forme de résistance massive, globale et très difficile à entamer. Cette nouvelle névrose qui aura remplacé l'ancienne risquera de pousser de si solides racines qu'il deviendra impossible de l'extirper.
Nous serons alors en présence d'une forme de névrose de transfert véritablement redoutable, car elle rend le traitement interminable et elle finit par le faire échouer. Quand une analyse tourne en rond, quand une analyse s'embourbe, c'est presque toujours parce que la névrose de transfert ne parvient pas à être liquidée. Le transfert ne devrait ni rester en deçà, ni aller au-delà d'une certaine température, comme nous le disions il y a un instant, d'une certaine intensité nécessaire pour être efficace. Et Nart précise encore que l'apparition de la névrose de transfert ne doit marquer qu'un état de crise aiguë, donc un état passager, et qu'elle ne doit en aucun cas se prolonger, devenir chronique, sous peine de voir le traitement sérieusement compromis. La responsabilité du thérapeute se trouve engagée du fait que c'est de son attitude que dépend finalement d'abord l'éclosion du transfert, puis son évolution vers le sommet qu'elle doit atteindre, et enfin la possibilité de résoudre la névrose de transfert. On comprend alors, et Nart insiste sur ce point, on comprend alors que il est indispensable de respecter dès le départ l'attitude de neutralité prescrite à l'analyste, c'est-à-dire de se présenter comme une surface lisse, n'offrant aucune prise à un transfert excessif, contrairement à ce que préconise Alexander. Et Nart précise que n'est pas toujours neutre qui veut ou qui croit l'être. Nous ne nous méfierons jamais assez de nous-mêmes, dit-il, ni de ce qui peut affleurer de notre propre inconscient dans notre attitude contre-transférentielle. Et donc, une névrose de transfert tenace, selon Nart, ne saurait être imputable au seul malade ni au seul médecin. Pour lui, la névrose de transfert, c'est le résultat d'une relation inconsciente particulière qui s'établit entre l'analyste et le patient, une relation faite d'échanges et de réactions mutuelles auxquelles l'un et l'autre inconsciemment trouvent leur compte. S'il n'y a pas ce lien particulier, ce lien qui l'alimente et qui la fait vivre, eh bien la névrose de transfert ne peut pas avoir l'opiniâtreté qu'on lui connaît. Seulement dans les analyses interminables, tout se passe effectivement comme si les protagonistes de ce drame ne parvenaient pas à se séparer. L'analyste ne se résout pas à interrompre une cure qui semble sans issue, pas plus que le patient ne peut se résoudre à s'en aller. Il semble qu'on assiste à une convergence de mouvements de transfert et de contre-transfert qui s'avèrent par ailleurs strictement complémentaires. L'exemple le plus banal, peut-on dire, c'est celle de la tendance sadique inconsciente chez l'un qui rencontre une tendance masochique chez l'autre, ou vice-versa, de sorte que le médecin et le malade y trouvent l'un et l'autre une part de satisfaction. Si chacun des deux partenaires joue son rôle dans cette relation pour le moins curieuse, la responsabilité en incombe cependant au seul psychanalyste. C'est lui qui a le devoir de prendre garde que de tels liens ne s'établissent jamais ou qu'il doit, tout au moins s'il n'a pas pu l'éviter, veiller à ce que la situation soit normalisée aussi rapidement que possible. On voit évidemment tous les problèmes délicats
qu'un juste maniement de la névrose de transfert pose à l'analyste, puisque ça implique a priori chez lui une connaissance parfaitement claire de son propre inconscient et une maîtrise absolue du moindre écart dont il pourrait être l'instigateur dans les réactions contre-transférentielles. Ce qui signifie pour Nacht qu'une certaine forme tenace, irréductible de névrose de transfert apparaît comme la conséquence d'une perturbation dans les échanges transfert contre transfert. Et que c'est dans ces échanges conscients et surtout inconscients qu'il faut chercher les causes qui peuvent faire dévier le traitement et le rendre interminable. S'en rendre compte clairement peut aider à éviter cet écueil contre lequel le psychanalyste bute souvent à son insu, ce qui rend la chose d'autant plus irrémédiable. D'une manière générale, on peut dire que tout écart de l'attitude de stricte neutralité chez l'analyste fausse l'ensemble relationnel malade-médecin et peut conduire l'analyse à une impasse. Nacht insiste énormément sur ce point. Nous ne devons donner libre cours à aucune de nos tendances personnelles dans l'analyse, dit-il, qu'elles soient positives ou négatives, sous peine d'amener de graves perturbations. J'irai jusqu'à dire, poursuit-il, que le malade ne doit même pas ressentir notre désir, pourtant si légitime, de l'aider ou de le guérir. En effet, s'il sent que nous le poussons tant soit peu vers la guérison, nous pouvons renforcer ses résistances et provoquer des réactions d'opposition. Parce que, voyez-vous, il est un fait que la guérison est ressentie comme un danger par beaucoup de malades. Pour celui chez qui la peur de la castration, par exemple, n'a pas encore été éliminée, ou du moins apaisée, la perspective de guérison est source d'angoisse et ne peut qu'accentuer ces symptômes. Le psychanalyste qui veut le guérir, c'est pour son inconscient celui qui lui fait courir le danger de castration. Et donc il va prendre une attitude passive masochique, particulièrement propice à l'éclosion d'une névrose de transfert du type le plus tenace qui soit. Et il va réagir par la même attitude si certaines tendances agressives, inconscientes de l'analyste s'expriment même en sourdine, même d'une façon déguisée, soit par la réserve, soit par le silence, soit par le ton qu'il emploie, ou encore par le contenu de ses interventions. Dans une nouvelle partie de sa conférence, Sacha Nacht évoque sa propre expérience. Une expérience qui l'a amené, dit-il, à faire parfois de surprenantes constatations et à réviser certaines notions bien établies. Exemple, se trouvant en présence de certaines névroses de transfert tenaces, eh bien il a dû accepter l'évidence, parvenu à un certain point de la cure, que la règle classique de stricte neutralité avait perdu de son efficacité, et même qu'elle paralysait plus ou moins la marche du traitement. La neutralité était devenue une sorte de routine qui permettait au patient de s'ancrer tranquillement dans la névrose de transfert. Et donc, Nacht en vient à la conclusion qu'il peut être opportun, lorsqu'une phase avancée du traitement est atteinte, et seulement dans ce cas-là, de modifier dans une certaine mesure la règle de neutralité absolue. Parce que son maintien trop rigide risque de se retourner contre le but poursuivi. Il l'explique. Lorsque les points de fixation libidinale ont été appréhendés,
lorsque la reconstitution des moments traumatisants a été faite et refaite. Donc, quand le travail d'élaboration a eu lieu, le sujet devrait se détacher progressivement à la fois de son analyse et de son analyste et effectuer petit à petit des investissements plus adaptés dans sa vie personnelle. Seulement, il arrive que les choses ne se passent pas ainsi. Et la cause en est toujours une difficulté insurmontable à liquider le transfert. Selon Narth, cet écueil serait évitable si le psychanalyste savait reconnaître à temps le moment précis où un changement discret mais résolu s'impose dans sa propre attitude. Ce moment précis, c'est celui où le malade hésite à abandonner définitivement le monde infantile pour affronter le réel en adulte. Et à propos de ce moment-là, Narth s'adresse à chacun de nous pour nous rappeler combien il est émouvant ce moment-là pour l'analyste. Parce que l'on sent le malade juste au bord de la guérison, mais que l'on ne peut pas pour autant l'y pousser davantage. Cet instant est décisif, nous dit Narth, parce que si l'analyste continue à interpréter, il va maintenir le sujet hors du contact avec la réalité. Beaucoup d'analystes, dit-il, ont le tort d'opposer de manière trop tranchée le plan fictif ou irréel de l'analyse à celui de la réalité tout court. C'est-à-dire qu'il n'accorde qu'un contenu imaginaire à la situation analytique, alors que celle-ci participe simplement d'un ordre de réalité différent du plan de la vie ordinaire. C'est-à-dire que tout n'y est pas que pure fiction. Le changement d'attitude qui est préconisé alors chez le thérapeute par Narth n'a rien à voir, je le précise tout de suite, ni avec l'attitude active conseillée par Sándor Ferenczi, ni avec l'interventionnisme délibéré d'Alexander. Il faut cependant distinguer neutralité et passivité. Il s'agit pour le thérapeute de devenir présent. Présent d'une autre manière, c'est-à-dire de ne plus demeurer pour le malade le miroir qui lui reflète tout ce qu'il lui présente, ou le personnage plus ou moins mythique incarnant ses fantasmes. Il faut bien comprendre que jusqu'ici, l'analyste n'a jamais été inséré dans le réel par le patient. Maintenant, il faut l'aider à réaliser cette insertion. Et le thérapeute ne peut le faire qu'en s'intégrant doucement dans la réalité extérieure, dans la réalité objective. C'est vers le contact avec cette réalité qu'il faut désormais orienter le patient en procédant à un changement d'attitude graduel, un changement d'attitude très nuancé. Ça signifie que les interprétations de l'analyste vont désormais porter de plus en plus sur le monde réel et de moins en moins sur le monde clos du transfert. Plus l'analyste va s'ancrer dans la réalité, plus vite il quittera le champ affectif du patient. Moins il se prêtera aux investissements fantasmatiques du sujet et mieux il le conduira vers des investissements réels. Cet apprentissage des réinvestissements, c'est quelque chose de capital pour le patient. Or, si l'analyste persiste dans une attitude de stricte neutralité, cette attitude a de fortes chances d'être utilisée par le patient pour recourir indéfiniment à des investissements régressifs. Par contre, si le changement d'attitude souhaitable se produit exactement au moment où le monde irréel
dans lequel vit le malade commence à montrer des fissures, eh bien cette orientation nouvelle va avoir pour avantage de faire tarir les sources de satisfaction que le patient trouvait encore dans la relation analytique. L'évolution du sujet vers une heureuse liquidation du transfert peut lui être rendue de cette façon plus aisée. Le psychanalyste suivra donc avec une grande attention la tournure nouvelle que prennent les choses, en se tenant constamment en éveil pour pousser ses avantages et éviter de possibles retours en arrière. Alors, eh bien, il va établir des relations moins figées, moins artificielles entre le patient et lui. Il n'est plus un être mythique. Il est un homme ou une femme bien ancré dans la réalité, un adulte en face d'un autre adulte. Désormais, il va remplacer ses interprétations par des interventions simples, directes, aussi brèves que possible, exprimant en quelques mots l'essentiel. Eh bien, voyez-vous, s'il intervient ainsi au moment juste, au moment opportun, il va peu à peu détourner le patient du champ clos de l'analyse, champ clos synonyme de sécurité passée. Et il va ramener constamment son attention vers la vie réelle que le patient doit maintenant investir, qu'il doit affronter et dans laquelle il doit trouver sa place. Alors question, de quelle façon? Par quoi passe ce but? Narth propose de bouleverser le rituel des séances, de modifier le rythme de celles-ci, de les espacer, de leur ôter tout caractère immuable, de remplacer parfois pour le patient la position allongée par la position assise. Le dialogue patient-analyste va prendre ainsi un caractère différent. Bref, comprenons qu'il s'agit de créer du mouvement. Il s'agit pour l'analyste de démythifier son propre personnage, d'être présent, mais d'être présent autrement. Il s'agit d'assouplir les règles, de doser avec beaucoup de finesse le niveau des frustrations. Finalement, voyez-vous, si certains malades supportent mal la frustration imposée, ils ne supportent guère mieux la gratification. Le climat de frustration techniquement entretenu risque de devenir toxique et de fournir un aliment à la névrose de transfert, dans la mesure où toute névrose contient une part de masochisme, parce que celui-ci peut être non seulement nourri, mais en outre exacerbé par la frustration systématique. Dans certains cas où le masochisme est dominant, les satisfactions qu'il puise dans le climat de frustration peuvent prendre une telle ampleur, nous dit Narth, qu'aucun travail psychanalytique n'est plus possible. Le maintien trop rigide de l'attitude de neutralité peut alors engendrer une situation sans issue. La névrose de transfert puise des forces, et des forces sans cesse renouvelées dans la situation analytique, et bien dans ce cas-là, l'analyse devient interminable. C'est carrément l'échec thérapeutique. Et Narth évoque certains cas, selon lui assez rares tout de même, où le patient a été marqué très tôt dans son existence par des traumatismes particulièrement graves, des traumatismes dus à une situation d'abandon ou à des frustrations d'une exceptionnelle sévérité. Son inconscient, nous dit Narth, est alors dominé par une peur de la castration extrêmement forte et tenace dont il est très difficile de venir à bout. On constate, poursuit-il, chez ces patients une exigence de réparation si invincible
que parfois seule une attitude de gratification serait susceptible de venir à bout des résistances. Rien d'autre ne peut assouvir leurs besoins de réparation et nulle autre personne au monde que l'analyste, en tant que substitut parental, ne peut réparer le mal qui a été fait, comme si la blessure ne pouvait être guérie que par celui-là même qui l'a infligée. Là aussi, précise Narth, si le psychanalyste s'enferme dans sa neutralité, s'il maintient indéfiniment le climat de frustration, il va constamment buter contre une extrême agressivité, toujours sous-jacente, toujours prête à se mobiliser contre lui et à contrecarrer, sinon à anéantir son action. Et Narth précise que ce qu'il entend par la possibilité d'avoir recours à une attitude de gratification, celle-ci, souligne-t-il, ne se manifestera ni par des paroles d'encouragement, ni par des marques particulières d'intérêt, ni par des échanges, quels qu'ils soient, qui se situeraient sur un plan émotionnel. Non, elle concernera uniquement certains aspects de la situation analytique. Par exemple, le thérapeute fera des interventions plus fréquentes, moins brèves. Il va prolonger peut-être le temps habituel des séances, il va augmenter de temps en temps leur nombre, ce qui va donner au patient l'impression de recevoir davantage de la part de l'analyste. Alors évidemment, on peut considérer que ces changements sont peu de choses en eux-mêmes et qu'ils donneraient de maigres résultats, sauf s'ils sont insérés dans un climat affectif différent. Et ce ne sont pas quelques dispositions techniques qui comptent en l'occurrence, c'est la qualité relationnelle sur laquelle elles viennent se greffer, qualité due à l'attitude profonde de l'analyste, attitude que le patient ne peut pas ne pas percevoir, attitude profonde, attitude authentique, parce qu'aucun faux semblant ne peut avoir de résultat bénéfique. Il s'agit, voyez-vous, il s'agit de sentir l'immense misère qui habite le patient et qui ne peut éveiller chez l'analyste qu'une compassion sincère. Alors seulement, le patient va trouver en l'analyste le bon objet qui lui a fait si cruellement défaut jadis. On comprend, et Narth insiste lourdement sur ce point, on comprend que la névrose de transfert ne sera liquidable que si le thérapeute a su renoncer à temps à une attitude trop stricte de neutralité. Parce que, encore une fois, celle-ci ne peut qu'alimenter l'extrême agressivité du patient. Il n'y a que si cette agressivité a pu être liquidée de la manière proposée par Narth que le patient pourra enfin lâcher prise et renoncer à se détruire et à tout détruire autour de lui. Je n'ignore nullement, dit Narth, que l'attitude de gratification, même mesurée, comporte des risques et qu'il est difficile pour un psychanalyste de s'écarter des règles élémentaires de la technique classique. Surtout, précise-t-il encore, si le psychanalyste n'est pas clairement conscient des éléments de son contre-transfert et capable de les maîtriser parfaitement. Autrement dit, je ne recommanderai jamais ni l'attitude dite de présence, ni celle de gratification à un psychanalyste débutant, parce qu'il pourrait s'y fourvoyer. Fin de citation. Dans la fin de sa conférence, Sacha Narth conclut de cette façon. Il conclut que si, dans le maniement de la névrose de transfert, ce qui commande finalement
l'échec ou la réussite du traitement, eh bien, ça dépend moins des habiletés techniques que des attitudes profondes, des attitudes réelles de l'analyste. Ce que dit, ce que fait l'analyste a certes beaucoup d'importance, mais plus encore ce qu'il est. Il est utile, dit-il, qu'il ait beaucoup appris, qu'il ait beaucoup retenu, qu'il ait beaucoup expérimenté. Et il est plus encore nécessaire qu'il sache ne pas comprendre avec sa seule intelligence, ne pas sentir avec sa seule affectivité, mais qu'il fasse l'un et l'autre, avec toute sa masse, car tout de lui-même doit y participer. Et Narth poursuit, celui qui est économe de sa propre personne ne sera jamais un bon psychanalyste, car même pour pouvoir s'effacer dans une neutralité bienveillante qui ne devienne pas rapidement une routine sans vie, il faut qu'il soit toujours vigilant, qu'il soit toujours présent. S'il est parfaitement maître de ses propres réactions de contre-transfert, il pourra alors juger sainement du moment juste où certains changements d'attitude deviennent nécessaires dans l'analyse, et il saura doser ceci avec le tact que donne à la fois l'expérience d'autrui et l'authentique désir de lui venir en aide.